Nous allons nous lever tous pour l'exécution des hymnes. L'hymne national suivi des hymnes de l'université. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le corps pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps pour pays, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, donc béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'hypothèque, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Veuillez vous asseoir. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'Université de Kinshasa organise ce jour, le jeudi 11 mai 2023, une séance académique de défense publique d'une thèse d'agrégation en médecine par le docteur Albert Ntima Nsiemi Indemi du département de chirurgie de la faculté de médecine de notre institution universitaire, intitulée de la thèse l'orthèse d'avancée mandibulaire dans le traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, notre expérience à Kinshasa. Promoteur de la thèse, M. le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, doyen honoraire de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, aujourd'hui recteur de cette même université. Copromoteur, il y a deux copromoteurs pour cette thèse. Monsieur le professeur Gaossou Touré, il est de l'université de Créteil en France, et monsieur le professeur Mantanda Nzanza de l'université de Kinshasa. Président du jury, monsieur le professeur Gilbert Mananga Lelo de notre alma mater. Président de la séance, monsieur le professeur Antoine Chimpi Wola Yaba,
secrétaire général à la recherche, membre du comité de gestion de l'Université de Kinshasa. Aujourd'hui, il tient le rôle que tient habituellement M. le recteur, c'est-à-dire président des séances de thèse. L'ordre du jour de la séance académique comporte 13 points. 1. Ouverture de la séance par M. le représentant du recteur, c'est-à-dire le secrétaire général à la recherche. 2. Vérification du dossier du candidat au nom du secrétaire général à la recherche par M. le doyen de la faculté de médecine dentaire de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Paul Séké. 3. Présentation du candidat par la même autorité académique, c'est-à-dire le doyen de la faculté de médecine dentaire. 4. Présentation des membres du jury par leur président. Et celui-ci sera présenté à son tour, encore une fois, par M. le doyen de la faculté de médecine dentaire. 5. Présentation du résumé de la thèse par le candidat. 6. Débat entre le candidat et les membres du jury. 7. Suspension de la séance et délibération à huis clos pour la première composante de l'épreuve. 8. Reprise de la séance et présentation de la leçon publique par le candidat. Sujet de la leçon publique: les fractures de la mandibule. 9. Suspension de la séance pour la seconde fois et délibération à huis clos sur l'ensemble des 2 composantes de l'épreuve. 10. Reprise de la séance et proclamation du résultat de l'épreuve par le président du jury. 11. Collation du grade académique en cas de résultat positif et remise du diplôme de doctorat, agrégation en médecine et des insignes de l'Université de Kinshasa au lauréat par M. le recteur, qui est ici représenté par M. le secrétaire général à la recherche. Il s'agit de la toge et du fagnon. 12 mots de circonstance. Ils seront prononcés tour à tour par le lauréat du jour, par M. le doyen de la faculté de médecine dentaire et par M. le représentant du recteur. Mais enfin, clôture de la séance par M. le représentant du recteur. Avant d'inviter M. le représentant du recteur à bien vouloir procéder à l'ouverture de la séance, nous demandons aux personnes en possession des téléphones mobiles ici dans la salle de veiller à ce que la sonnerie de leurs appareils ne perturbe pas le bon déroulement de l'épreuve. Par ailleurs, nous informons le public qu'il est interdit, pendant le débat entre le candidat et les membres du jury, de manifester ses sentiments par des cris de joie, des coups de sifflet, des vuvuzelas ou par des applaudissements. Bien entendu, le public est autorisé à exprimer ses émotions, mais ce sera lors de la proclamation du résultat de l'épreuve et pendant la collation du grade académique au lauréat par M. le représentant du recteur. Merci. À présent, nous invitons M. le représentant du recteur à bien vouloir procéder à l'ouverture de la séance. Mesdames et messieurs, bonjour. 3 petits points avant d'ouvrir notre séance. Le premier, c'est pour nous excuser les 30 minutes de retard de démarrage. Il y a beaucoup de conflits d'agenda, et en particulier concernant notre recteur qui est tiraillé par des activités en même temps. Il sera d'ailleurs obligé de se déplacer pendant notre séance, ce qui n'est pas habituel, mais parce qu'en même temps se déroulent au moins 2 autres activités avec de présence des autorités, notamment des ministres. Le deuxième point, c'est justement pour vous demander, je vais demander à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Prévention, Hygiène, qui est avec nous de se lever, l'occasion pour nous d'applaudir et de lui souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup. Et un médecin, Dr Roger Kaba. Le troisième, c'est de saluer la présence dans cette salle de notre recteur, qui est en même temps le promoteur de ce travail. Et comme j'ai peur qu'il puisse être empêché avec le nombreux va-et-vient qu'il va faire,
Je lui demande de se lever pour quand même que tout le monde l'applaudisse, surtout ceux qui viennent de la ville, qui le voient quand même, qui le voient, notre recteur, le professeur Jean-Marie K.M.B. Toumba. Merci beaucoup. La séance est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. J'invite Monsieur le doyen de la faculté bucco-dentaire à vérifier le dossier académique du candidat et à certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. Merci CG pour la parole. Procès verbal de l'examen du dossier du candidat, Monsieur le docteur Albert Ntimantieni Kimbeni. Nous, professeur Jean-Paul Sekele et Sourali Bourlet, doyen de la faculté de médecine dentaire, agissant au nom du secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa, vu le rapport établi par les services techniques du secrétariat général à la recherche de l'Université de Kinshasa, ce rapport chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par le candidat, Monsieur le docteur Albert Ntimantieni Kimbeni, à savoir ses pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats, diplômes antérieurs exigés. La régularité de son inscription à l'épreuve d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine et le paiement des frais y afférents, déclarons que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade d'agrégé à l'enseignement supérieur en médecine, faite à Kinshasa le 11 mai 2023. Pour le secrétaire général à la recherche des doyens de la faculté de médecine dentaire, Jean-Paul Sekele. Merci. J'invite à nouveau le doyen de la faculté de médecine dentaire à présenter le candidat. Présentation du candidat Dr Ntimantieni Kimbeni Albert et vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier et des textes légaux relatifs à l'épreuve de la thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine. L'an 2023, le 11e jour du mois de mai, à Kinshasa, nous, professeur Dr Jean-Paul Sekele, agissant au nom du doyen Mbou Mimba, doyen de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, procédons à la présentation du Dr Ntimantieni Albert, à la vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier, à la vérification des textes légaux relatifs à l'épreuve de la soutenance des thèses d'agrégation, attendu que Dr Ntimantieni est né à Kinshasa le 20 décembre 1954, attendu qu'il est domicilié à la commune de Limete, avenue Congo, numéro 8, ainsi que l'atteste son document de résidence, attendu qu'il est détenteur d'un extrait de casier judiciaire vierge délivré à Kinshasa, attendu qu'il a effectué ses études primaires à l'EP, donc à l'école primaire Sainte-Thérèse, et a obtenu le certificat d'études primaires, attendu qu'il a fait ses études secondaires au collège Saint-Joseph et Likia,
de 1969 à 1973 et a obtenu le diplôme d'État. Attendu qu'il a entrepris ses études universitaires de docteur en médecine en 1974 à 1982 à l'université de Kinshasa, et qu'à l'issue de ses études, il a obtenu le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement avec mention satisfaction. Attendu qu'il a poursuivi ses études de 1986 à 1990, des études post-universitaires de spécialisation en stomatologie et chirurgie maxillofaciale à la faculté de médecine de l'université de Pierre-Marie Curie, Paris 6, et a obtenu le diplôme de spécialiste. Attendu par décision rectorale numéro 083 unique bar rectorat 2023, il a été autorisé de soutenir sa thèse d'agrégation à l'enseignement supérieur et universitaire. Attendu qu'il a pris son inscription aux études doctorales, attendu que le contrôle des similitudes de sa thèse a donné des taux de 13% pour le maximum toléré de 15%. Attendu que les jurys contenus dans sa décision rectorale est constitué comme suit. Membres effectifs: le professeur Dr Mananga Ledo, président; le professeur Chambi Elba, secrétaire; le professeur Kayembe Ntumba, membre et promoteur; le professeur Ouachu Touré, membre; le professeur Dr Sekele, membre; et le membre suppléant, le professeur Dr Matanda Nzanza, le professeur Dr Lelo Chikwela. Attendu que le quorum exigé est atteint et que les jurys peuvent valablement saisir, invitons le président de la séance à autoriser la soutenance de la thèse de Dr Kimanjemi Kimbembi Albert, faite à Kinshasa le 11 mai 2023. Pour le professeur Mbungu, doyen de la faculté de médecine, professeur Dr Jean-Paul Ségué. Autorisation de la soutenance de la thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine de M. le Dr Albert Timansiemi Kimbembi. Nous, professeur Antoine Chipiola Yaba, secrétaire général à la recherche, agissant au nom du recteur de l'université de Kinshasa, attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine, attendu que le jury nommé par décision rectorale numéro 083-Nukin-2023 du 7 avril 2023 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par M. le Dr Albert Timansiemi Kimbembi a déclaré celle-ci recevable en vertu de pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 292-MINESU-2021 du 16 septembre 2021 portant nomination des membres du comité de gestion de l'université de Kinshasa, spécialement en son article 2e et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 081-142 du 3 octobre 1981 portant création de l'université de Kinshasa, autorisons la soutenance publique de la thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine de M. le Dr Albert Timansiemi Kimbembi et passons la parole au président du jury, fait à Kinshasa le 11 mai 2023, pour le recteur de l'université de Kinshasa, le secrétaire général à la recherche, professeur Antoine Chimpi Wola Yaba.
présentation des membres du jury. Je vais commencer par l'extrême droit. C'est le promoteur de la thèse. Il s'agit du professeur Kayembe Toumba Jean-Marie, docteur en médecine depuis 1978, professeur ordinaire depuis 2018. Il a respectivement occupé les fonctions et assumé les charges suivantes. Professeur de pneumologie, vice-doyen chargé, vice-doyen de la recherche scientifique, VNRSA pendant 6 ans, doyen de la faculté de médecine pendant 5 ans, actuel directeur de l'université de Kinshasa. Domaine de recherche, pneumologie, allergologie, respiratoire et pathologie environnementale. Auteur de plusieurs publications scientifiques, il appartient à plusieurs sociétés savantes. Professeur, vous pouvez vous asseoir. Je passe au professeur Rémi Ntambi. Il est docteur en médecine depuis 2001, professeur depuis 2021. Il est professeur de neurochirurgie et de neuroanatomie, chef de service de neurochirurgie, chef de département chirurgie et chirurgie. Il est chef de département honoraire. Domaine de recherche, neurochirurgie, neurotraumatologie, hydrocéphalie, chirurgie de l'épilepsie. Auteur de plusieurs articles et il appartient à plusieurs sociétés savantes. Professeur, vous pouvez vous asseoir. Je passe à mon extrême gauche. Le professeur Richard Matandanzanza. Il est docteur en médecine depuis 1987, spécialiste en ORL depuis 1993, agrégé de l'enseignement supérieur en médecine depuis 2006, professeur ordinaire. Il est professeur d'ORL, chef de service d'ORL, chef du département honoraire des spécialités. Il est vice-doyen de la faculté de médecine de l'UPC. Domaine de recherche, ORL, autologie. Il appartient à plusieurs sociétés savantes. Il est producteur de plusieurs articles scientifiques. Pour ça, vous pouvez vous asseoir. Je passe à ma gauche immédiate. Il s'agit du professeur Sekele Souradi, Bourley Jean-Paul. Il est docteur en médecine dentaire depuis 1982, professeur associé depuis 2003, professeur depuis 2013, professeur depuis 2021. Il est professeur de prothèses dentaires et maxillofaciales. Il est le doyen actuel de la faculté de médecine dentaire depuis 2022. Domaine de recherche, prothèses dentaires et maxillofaciales, physiologie buccale, implantologie dentaire et maxillofaciale. Auteur de plusieurs articles scientifiques et il appartient à plusieurs sociétés savantes. Vous pouvez vous asseoir. J'ai l'honneur de présenter le président de ce jury. Il s'agit du professeur Mananga Lelo, qui est docteur en médecine depuis 1984, spécialiste en neuropsychiatrie depuis 1993. Il est professeur ordinaire depuis 2021. Il assure le cours de neuroanatomie et neurologie. Il est chef de service de neurochirurgie, plutôt de neurologie infectieuse. Il est vice-doyen honoraire chargé de CNPP et médecin directeur jusqu'en 2018. Domaine de recherche, VIH et stress. Il a auteur de plusieurs articles et livres. Il a participé à plusieurs congrès et conférences ainsi que des ateliers. Et il est membre de plusieurs sociétés savantes. Docteur Timasiemi, nous allons vous accorder la parole pour nous présenter l'économie de votre travail et pour cela vous disposez de 30 minutes. Il y a la parole.
Docteur Sivassiani, est-ce que vous pouvez reprendre votre place et vous demander l'autorisation avant de vous lever au président du jury? Monsieur le président du jury, vous m'accorder la permission de me lever et présenter mon travail. Autorisé, docteur. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, chers maîtres, distingués invités, mesdames, messieurs. Micro. Le travail que je vais vous présenter ce jour porte sur l'orthèse d'avancée manipulaire dans le traitement du syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, notre expérience à Kinshasa. Voici le plan que nous allons suivre tout au long de cette présentation. Le syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil, que je vais appeler au cours de cette intervention de Saos, se définit comme une pathologie qui se développe au cours du sommeil sous forme d'épisodes anormalement fréquents qui entraînent des obstructions complètes ou partielles de voies aériennes supérieures. Et cette obstruction a pour conséquence une interruption totale de la ventilation qu'on appelle apnée ou des réductions significatives de la ventilation qu'on appelle hypopnée. Et la conséquence de tous ces phénomènes, c'est l'hypoxie qui, lui, sera responsable de toutes les complications dont nous allons parler tout à l'heure. Sur le plan physiopathologique, c'est le principe du stade de starting que nous vous présentons, c'est l'équivalent d'un tube aux deux extrémités solides, et entre les deux extrémités solides, nous avons une zone déformable au niveau de laquelle aura tous les phénomènes de perméabilité ou des collapsus de voies aériennes supérieures. Il y a des signes, évocateurs de pathologie du sommeil ou des causes de ce SAOS. Les facteurs favorisants sont l'âge supérieur à 50 ans, le sexe, l'obésité, la conformation anatomique de la face, et ceci entraîne donc le SAOS, dont les signes principaux sont la somnolence diurne excessive et les gonflements. Si le SAOS n'est pas soigné, ça nous conduit à des complications cardiovasculaires, des complications métaboliques et des troubles de la vigilance. Quels sont les moyens diagnostiques du SAOS? Et en médecine, nous bénéficions d'abord de la clinique. L'examen clinique recherche les signes évocateurs du SAOS, principalement le ronflement et la somnolence diurne excessive. L'examen physique recherche des anomalies anatomiques et fonctionnelles au niveau des voies aériennes supérieures. Et nous avons des explorations complémentaires qui, eux, confirment le diagnostic. Il s'agit principalement de la polysomnographie. La polysomnographie étant un examen coûteux et qui prend beaucoup de temps, on a développé un autre type d'examen, la polygraphie ventilatoire, qui lui nous donne des renseignements sur la pathologie au niveau de son rapport respiratoire. Ici, nous avons un patient chez qui nous avons posé l'appareil de polygraphie ventilatoire pour pouvoir enregistrer son sommeil. Quel est le traitement du SAOS? Ceci dépend de la cause. On préconise des mesures hygiéno-diététiques en cas de composante d'une composante d'excès de poids. On peut stimuler le nerf hypoglosse. On peut passer à la chirurgie. On peut faire donc la chirurgie des vases osseuses qui consiste à faire de distension au niveau de la mandibule ou même au niveau du maxillaire pour pouvoir avancer ces éléments de manière à élargir les voies aériennes supérieures. On peut faire aussi la chirurgie des partiments. On s'intéresse donc à enlever tout ce qui est le poil du palais, la cuvette et les amygdales, tout ça dans le but de pouvoir élargir les voies aériennes supérieures.
il y a des traitements instrumentaux qui nous intéressent aujourd'hui. Nous avons la ventilation par pression positive continue. C'est le traitement de référence pour le SAROS. Mais c'est un traitement qui est contraignant, il est coûteux, il dépend de l'usage de l'énergie électrique et il y a beaucoup de contraintes techniques pour la maintenance. On a développé une alternative qui est l'orthèse d'avancée mandibulaire. C'est un appareil très simple à fabriquer, simple à apporter, il n'a pas besoin d'entretien et il n'a pas besoin de courant électrique pour fonctionner. Alors le contexte de ce travail, c'est que le SAOS c'est une pathologie fréquente, mais qui est méconnue. 80% des malades porteurs du SAOS ne se reconnaissent pas comme malades et ne sont pas diagnostiqués. Et pourtant, la fréquence dans la population générale est de 5 à 10%. Et cette pathologie, elle est grave parce qu'elle entraîne une hypoxie, et cette hypoxie est responsable de complications cardiovasculaires, métaboliques et des troubles de la vigilance. Il existe très peu d'études chez le noir africain, mais certains auteurs disent que la race noire est un facteur de risque pour le SAROS. En Occident, c'est une pathologie qui connaît actuellement un développement phénoménal. L'intérêt scientifique est grandissant et les fonds sont mis à la disposition des chercheurs pour connaître davantage cette pathologie. En Afrique subsaharienne, il y a très peu d'études sur le SAROS. En République démocratique du Congo, quand en 2017 nous avons commencé ce travail, il n'existait aucune publication sur la République démocratique du Congo. Mais depuis maintenant 3-4 ans, nous avons de plus en plus d'articles qui parlent des différents aspects du SAROS en République démocratique du Congo. Donc du coup, il y a la problématique suivante. Le SAROS est une pathologie peu connue à Kinshasa. Sa prise en charge n'est pas documentée, d'où la justification de cette étude. L'absence de données disponibles pose la question de l'impact de cette maladie dans la société en termes de santé publique. Nous avons un double enjeu. D'abord, traiter le SAROS dans nos régions avec des moyens qui soient accessibles et que cet appareil puisse tenir tête aussi à la PPC, comme nous avons dit, qui était le traitement de référence. L'autre enjeu serait de former les médecins généralistes, eux qui sont en première ligne pour dépister cette pathologie, former aussi les spécialistes du sommeil pour pouvoir prendre en charge cette pathologie aux conséquences néfastes. Nous nous sommes posé des questions de recherche. La question principale étant, est-ce que l'orthèse d'avancée mandibulaire est un traitement pour du SAOS qu'on peut appliquer à Kinshasa? Les questions subsidiaires étant, est-ce que nous connaissons la prévalence du SAOS à Kinshasa? Quelles sont les conséquences du SAOS dans la vie de tous les jours? Quel est le niveau des connaissances des médecins généralistes? Et quel est le profil clinique et polygraphique de patients congolais? Nous avons mis en place un modèle conceptuel qui prend le patient en charge depuis la découverte des signes évocateurs jusqu'au traitement, et on fait 2 enregistrements du sommeil, le premier avant le traitement par l'orthèse d'avancée mandibulaire et le deuxième enregistrement, on le fait après le traitement et on compare l'évolution des indices d'apnée hypopnée pour savoir si les résultats sont bons ou non. Alors, on s'est donné des hypothèses de travail dans le cadre de cette recherche. L'hypothèse principale étant l'orthèse d'avancée mandibulaire est une possibilité thérapeutique intéressante pour traiter le SAOS à Kinshasa. Les hypothèses secondaires étant qu'à Kinshasa, la prévalence du SAOS est élevée, les conséquences liées aux troubles de la vigilance sont multiples et variées, le niveau des connaissances des médecins généralistes est faible,
Le profil clinique et polygraphique des aptéiques ressemble à celui rencontré ailleurs dans le monde. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, chers maîtres, nous avons fixé les objectifs de cette étude. L'objectif général étant d'implémenter, d'installer l'orthèse d'avancée mandibulaire à Kinshasa. Les objectifs spécifiques étant, une fois installé, il faut évaluer l'efficacité de cette orthèse, déterminer la prévalence, identifier les risques de la somnolence sur la vie courante, évaluer le niveau des connaissances des médecins et enfin montrer le profil des patients éligibles à l'orthèse d'avancée mandibulaire. Dans le cadre de ce travail, nous avons publié 6 articles qui ont essayé de faire la connaissance du SAOS dans différents aspects. Quelle est la méthode que nous avons utilisée? Nous avons donc publié ces articles de une compilation de 6 études observationnelles, transversales, qui ont commencé de janvier 2017 à mars 2022. Les recherches se sont déroulées au centre hospitalier du bien-être, un centre hospitalier généraliste situé dans la province de Limité à Kinshasa, qui a mis à notre disposition un polygraphe ventilatoire. Les analyses statistiques que nous avons effectuées se sont intéressées aux variables qualitatives et quantitatives exprimées sous forme d'effectifs de fréquence et nous avons étudié les moyennes avec plus ou moins leur écart type. La valeur de P inférieure à 0,05 était considérée comme statistiquement significative. Au niveau des considérations éthiques, nous avons eu l'approbation du comité d'éthique de l'école de santé publique de Kinshasa, de l'université. Les patients qui ont participé à cette étude ont été informés de la réalisation de cette étude et ils avaient la possibilité de pouvoir l'appliquer quand ils le souhaitaient. L'anonymat et la confidentialité étaient assurés et il n'y a eu aucun conflit d'intérêt dans le cadre de ce travail. Quels sont les résultats que nous avons obtenus au cours de ce travail? Les 2 premières études ont porté sur l'épidémiologie du SAOS. Nous avons étudié les prévalences du SAOS à Kinshasa. Sur le tableau, vous remarquez la prévalence de ronflement et de la somnolence. On divise les patients de ronfleurs en 2 catégories. Il y a des ronfleurs occasionnels et des ronfleurs habituels. Les ronfleurs habituels sont ceux-ci qui soit ronflent 2 à 4 nuits par semaine, ou il y en a qui ronflent toutes les nuits. Et ils constituent environ 15% de notre étude. Au niveau du score des portes, ceux qui sont dans la catégorie de somnolence diurne excessive ont été retrouvés en environ 5%. Quand on veut étudier les fréquences des ronflements suivant le sexe, on constate que les personnes de sexe masculin ronflaient 2 fois plus que les personnes de sexe féminin. Quand on regarde les fréquences des ronfleurs selon l'âge, on remarque que les personnes âgées de plus de 54 ans, les personnes de plus de 54 ans ronflaient plus que de personnes moins âgées. Quand on regarde le niveau de somnolence en fonction de l'âge, on remarque que les personnes de plus de 54 ans se trouvaient plus dans le groupe de somnolence diurne excessive. Quand on compare les classes d'âge de somnolence et les ronflements, on constate que les personnes qui ne ronflent pas représentent 4% de ceux qui présentent une somnolence excessive. Et quand les personnes ronflent, ils présentent le double de personnes situées dans le groupe de somnolence excessive. Donc, notre conclusion au terme de cette étude d'épidémiologie du SAOS, on a constaté que les signes
principaux du SAOS, le ronflement et la somnolence, avec une prévalence élevée, et que le sexe ratio était de 2 hommes pour une femme, que l'âge supérieur à 50 ans de sexe masculin était positivement corrélé à la prévalence du SAOS. La troisième étude a porté sur les complications du SAOS et nous avons choisi un corps de métier. Nous avons recherché les signes évocateurs du SAOS auprès des chauffeurs de transport. Eh bien, chez ces chauffeurs, nous avons trouvé des symptômes nocturnes du SAOS à des taux relativement élevés. Et nous avons aussi retrouvé des symptômes diurnes. Par exemple, nous avons chez les chauffeurs un pourcentage important de somnolence diurne et nous avons un pourcentage important de fatigue. Donc vous imaginez un chauffeur fatigué et somnolent, et les risques qu'il peut y avoir sur la route. Quand on compare le niveau de ronfleur et la somnolence, on constate que les ronfleurs habituels présentaient plus de somnolence diurne que les ronfleurs occasionnels. Et donc, on veut s'appesantir un peu sur le niveau des troubles de concentration et de mémoire. On constate que les ronfleurs occasionnels représentent 25% de troubles de mémoire et de concentration, alors que chez les ronfleurs habituels, c'est 60% qui présentent des troubles de mémoire et des troubles de concentration. Quand on regarde la qualité de ronfleur par rapport au déficit du sommeil chez nos chauffeurs, nous remarquons que environ 9% de nos chauffeurs ronfleurs habituels présentaient soit un déficit de sommeil, soit une somnolence. Donc, en conclusion, nous disons que chez les chauffeurs, les signes nocturnes et les signes diurnes de SAOS étaient présents à des proportions assez élevées et que les ronfleurs habituels présentaient plus de troubles de sommeil que les ronfleurs occasionnels. La quatrième étude a porté sur le niveau de connaissance des médecins généralistes sur le SAOS. Pour connaître la source de connaissance des médecins généralistes au niveau du SAOS, eh bien, vous remarquez que 85% de nos médecins généralistes avaient pris connaissance du SAOS pendant l'enseignement du cours de pneumologie et de la faculté. Donc, sorti du cours de pneumologie, ils n'avaient aucune source d'information sur le SAOS. Quand on pose la question aux médecins généralistes quels étaient les signes diurnes du SAOS, il n'y a que 34% des patients qui citent la somnolence diurne excessive. On voit même que 9% des médecins ne savent pas, ne connaissent pas les signes diurnes de SAOS. Et sur la question de connaître les signes nocturnes du SAOS, là au moins, on a 70% des patients qui reconnaissent le ronflement comme étant un signe nocturne, mais nous avons quand même 20% des patients, de médecins, qui ne connaissent pas les signes nocturnes du SAOS. Alors, quand on pose la question au médecin généraliste, quelles sont les complications du SAOS, alors il est connu que les complications cardiovasculaires et métaboliques représentent les complications les plus dangereuses. Nos médecins généralistes, donc vous avez un gros pourcentage de nos médecins généralistes qui ne savent pas. Il y a un pourcentage important qui cite le dérangement de l'environnement. Et il y a très peu qui citent par exemple le diabète et l'hypertension. Et à la fin, nous avons conclu que le niveau de nos médecins généralistes était bon dans 7%, moyen dans 31% et mauvais, faible dans 62%. Donc, en conclusion, nous disons que les médecins généralistes avaient une connaissance lacunaire des notions du SAOS, même si certains symptômes leur étaient connus, mais étaient donnés de manière disparate. La 7e étude a porté sur le profil des apnéiques à Kinshasa. Nous avons étudié au niveau de l'ensemble des caractéristiques sociodémographiques. Nous avions 45
55 hommes et 21 femmes. L'âge moyen était de 51 ans et l'indice de masse corporelle avait tendance vers l'obésité. Quand on compare ces éléments entre hommes et femmes, il n'y avait pas de différence significative. Quand on étudie les valeurs du sommeil, on constate que l'index d'apnée hypopnée du sommeil est plus faible chez la femme, 17, et élevé et de 28 chez l'homme. Et au niveau de la somnolence diurne excessive, on ne retrouve pas les femmes qui sont situées au niveau du seuil critique, alors qu'il y a 7% d'hommes qui présentent une somnolence diurne excessive. Donc en conclusion, nous disons que par rapport à ce profil de l'apnéique, le SAOS est une pathologie de l'adulte obèse avec prédominance masculine. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, chers maîtres, le dernier travail a porté sur le traitement du SAOS à Kinshasa par l'orthèse d'avancée mandibulaire. Nous avons fait porter l'appareil à 19 sujets et nous avons comparé l'évolution de leurs caractéristiques du sommeil avant et après le sommeil. L'indice d'apnée hypopnée du sommeil était de 32 avant le traitement et il est baissé à 25 après le traitement. Le SAOS sévère qui était à 42% avant le traitement a baissé jusqu'à 21% après le traitement. Le caractère obstructif des apnées est passé de 83 à 55. Cette figure montre l'évolution du caractère obstructif des apnées du sommeil. Pour ce qui est de la somnolence diurne excessive, si nous cumulons le déficit du sommeil et la somnolence diurne excessive, le pourcentage passe de 84 avant le traitement à 26 après le traitement et on voit une évolution favorable et statistiquement significative. Et cette figure montre l'évolution de la somnolence diurne avant et après le traitement. Par rapport à l'efficacité de l'orthèse d'avancée mandibulaire, dans notre travail, nous avons obtenu 26% de bonnes réponses et nous avons l'observance et la tolérance qui sont à des taux corrects. Au niveau des effets secondaires, la douleur dentaire représentait l'effet secondaire la plus retrouvée, mais l'hypersalivation et la sécheresse buccale étaient aussi représentées à des taux relativement importants. Donc, en conclusion, nous disons que l'orthèse d'avancée mandibulaire a amélioré le SAOS grave, il a baissé le caractère obstructif des apnées et il a baissé la somnolence diurne excessive. Après avoir parcouru tous ces résultats, nous allons pouvoir discuter ces résultats, les comparer avec la littérature et, le cas échéant, expliquer les différences qu'il peut y avoir. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, chers maîtres, distingués invités, l'objectif de ce travail était la prise en charge du SAOS à Kinshasa par l'orthèse d'avancée mandibulaire. Et pour arriver à ce but, nous devrions connaître les caractéristiques épidémiologiques du SAOS à Kinshasa, connaître le niveau des connaissances des médecins généralistes, exposer les risques des somnolences diurnes auprès des chauffeurs de bus et penser le profil clinique et polygraphique de l'apnéique congolais. Le présent travail a révélé une prévalence à Kinshasa, la prévalence du SAOS à Kinshasa à 3%, et que cette prévalence augmentait avec l'âge et le sexe. Et dans la littérature, nous retrouvons les mêmes proportions. La littérature donne une proportion entre 2 à 5%. Malgré tout cela, les auteurs estiment que cette prévalence, même dans la population générale, est sous-estimée parce que, comme je disais tout à l'heure, 80% des patients ne se reconnaissent pas malades et ne consultent pas pour pouvoir diagnostiquer cette pathologie. Dans notre cas, chez un tiers de nos patients, nous n'avons pas pu exploiter le score des cohortes qui indique le niveau de somnolence
parce que le score des potes comporte des items qui ne se retrouvent pas dans la vie quotidienne de nos populations. On l'avait dit, en Occident, la pathologie est très documentée. En Afrique subsaharienne, Fatou Mataba, qui a écrit, si vous voulez, qui a fait le plus d'exposés sur la pathologie du sommeil, n'a retrouvé que 40 publications recouvrant 11 pays. En République démocratique du Congo, maintenant depuis 5 ans, nous avons une dizaine de publications sur le SARS à Kinshasa, et ceci est dû au fait que le personnel de l'université qui partait en formation à l'étranger commence à revenir et on commence à publier sur les différents aspects du SARS dans notre pays. Et au niveau des renflements, nous l'avions dit tout à l'heure, nous avions retrouvé une prévalence des renflements à 30%, ce qui correspond à la littérature qui donne une fourchette entre 24 et 44%. Et au niveau de la somnolence, notre taux retrouvé est de 5%, et pendant que la littérature donne une fourchette de 4 à 5% pour la somnolence diurne excessive. Chez les chauffeurs, nous avons retrouvé des signes nocturnes et des signes diurnes du sommeil, et chez les ronfleurs habituels, présentaient plus de troubles du sommeil que les ronfleurs occasionnels. Et la littérature reprend cette notion et insiste en disant que tous ces signes nocturnes et diurnes diminuent les performances professionnelles et augmentent les risques des accidents de la voie publique. En France, un rapport des autoroutes françaises a indiqué que l'endormissement au volant est la cause de la majorité des accidents de la route. Au niveau des médecins des médecins généralistes, nous avions dit que la connaissance des médecins généralistes était lacunaire. Cette situation, on la retrouve en Afrique subsaharienne. Pourquoi? Parce que la source d'information pour le SARS ne reste que des cours obtenus à la faculté de médecine. Il n'existe pas de structure de laboratoire du sommeil où des personnes intéressées pouvaient aller approfondir leurs connaissances. Ailleurs, l'enseignement post-universitaire, la formation médicale continue, la presse médicale constitue des sources d'information, ce qu'on ne retrouve pas chez nous. Et même au niveau des disponibilités des outils diagnostiques, on a constaté qu'il y a une pénurie au niveau de notre pays. Un rapport fait en 2019 avait recensé que 3 appareils de polysomnographie pour le pays. Pour le profil clinique et les résultats de la polygraphie ventilatoire, nous avions dit que nous étions dans la limite de ce rapport qui a été les auteurs, que le SARS est une maladie de l'adultes obèse à prédominance masculine. Pour ce qui est du traitement du SARS par l'orthèse d'avancement mandibulaire, nous avons noté que l'orthèse avait amélioré le SARS grave et qu'il avait baissé le caractère obstructif des apnées et qu'elle avait aussi baissé la somnolence diurne excessive, ce que rapportent tous les auteurs. Parce qu'une somnolence diurne qui baisse signifie plus d'attention et moins d'accidents de la route et moins d'accidents de la vie quotidienne. Et une saturation qui s'améliore signifie une bonne oxygénation des organes et donc moins de risques de complications, entre autres cardiovasculaires. Alors, le test d'avancée mandibulaire est indiqué normalement en première intention pour le SARS léger à modéré et en seconde intention pour le SARS sévère quand les patients ne supportent pas ou refusent la PPC qui est le traitement de référence comme nous avions dit. Mais notre travail a montré que l'orthèse d'avancée mandibulaire était efficace en première intention sur le SARS sévère. L'efficacité de notre traitement, nous avons eu 26%, soit le quart de nos patients avaient répondu positivement à ce traitement, alors que les auteurs comme Guillemot avaient eu 35% de réussite et Mélier a eu 46% de réussite. Notre faible taux d'échec peut être expliqué au fait que nous avons mené cette étude pendant la pandémie à la COVID-19 et pendant cette période, il y avait des confinements.
Normalement, quand vous posez l'orthèse d'avancée mandibulaire, vous devez revoir votre patient pour pouvoir modifier l'avancée mandibulaire en cas où les résultats ne sont pas satisfaisants. C'est ce qu'on appelle la titration de l'avancée. On n'a pas réalisé cette titration à cause de la pandémie qui a empêché les patients à pouvoir fréquenter les hôpitaux. Et nous qui menions ces études qui étaient à l'étranger, il nous était interdit de voyager. Mais quand même, avec une première avancée, nous avons 26% de réussite. On imagine que si on avait respecté toutes les règles, nos résultats seraient été meilleurs. Alors, quelles sont les forces et les limites de ce travail? Eh bien, ce travail sur l'orthèse d'avancée mandibulaire est le premier qui est réalisé en République démocratique du Congo et même en Afrique subsaharienne. On n'a pas retrouvé des traces d'un traitement par orthèse d'avancée mandibulaire au niveau de l'Afrique subsaharienne. L'orthèse d'avancée mandibulaire est maintenant, en fait, au regard du cadre du travail, il peut être indiqué en première intention dans le SAOS sévère. Les limites de ce travail, c'est que la plupart de nos recherches ont été faites sur base d'enquêtes et les enquêtes recueillaient des données déclaratives et reposaient principalement sur l'interrogatoire. Donc, toutes les informations recueillies ne peuvent pas être considérées comme étant fiables. En plus, c'est une étude monocentrique, transversale, qui s'est déroulée sur un seul centre, donc on ne pouvait pas l'extrapoler à d'autres situations. Monsieur le Président du jury, Monsieur le Secrétaire du jury, distingués invités, voilà donc la conclusion de notre travail. Nous avons dit que le SAOS était une pathologie fréquente, que la triade homme âgé de plus de 60 ans et obèse était le profil clinique et pratique de patients congolais. Il existe de nombreuses lacunes sur les connaissances des médecins généralistes, mais l'orthèse constitue une alternative à la PPC et son implémentation à Kinshasa est justifiée. Quelles sont les perspectives et les recommandations? Ce travail constitue une base pour des études ultérieures. Prochainement, nous devrons avoir des échantillons plus conséquents pour affiner la prévalence du SAOS chez nous, sachant que le SAOS est pourvoyeur des maladies chroniques non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète. Il faudra que pour les futurs recrutements des chauffeurs, on fasse attention donc aux chauffeurs qui transportent le public ou les chauffeurs qui conduisent des véhicules poids lourds avec des produits toxiques et inflammables. Il est aussi important d'approfondir la formation des médecins généralistes qui sont vraiment en première ligne pour pouvoir dépister cette pathologie et aussi former les équipes pluridisciplinaires parce que cette pathologie s'étend sur beaucoup de spécialités. Et ainsi, nous avons mis en place un algorithme qui, à partir des signes évocateurs du sommeil, en passant par différents médecins intervenants, peut conduire au dépistage et au traitement du SAOS. Voilà, Monsieur le Président du jury, Monsieur le Président du jury, chers maîtres, distingués invités, ce que j'avais à vous dire sur l'orthèse d'avancée mandibulaire. Je vous remercie. Merci, docteur, qui a fait exactement 32 minutes, donc il nous a pris 2 minutes, ce qui est acceptable. Nous allons maintenant passer au jeu des questions-réponses. Chaque intervenant a droit à 10 minutes, et dedans, il y a ces questions et ces réponses qu'il doit donner. Alors, il est strictement interdit de faire des commentaires sur les commentaires. Je me répète, il est strictement interdit de faire des commentaires sur les commentaires, donc qui répondent strictement aux questions qui te seront posées. Et étant donné l'agenda chargé de notre électeur, je vais lui accorder la parole dans sa casquette de membre du jury pour qu'il puisse poser ses questions. Monsieur le promoteur, vous avez la parole. Merci bien, Monsieur le Président du jury. Mais c'est une tâche totalement ingrate de demander à un promoteur d'engager le débat avec un candidat qu'il est officiellement censé avoir accompagné tout au long de la rédaction et aujourd'hui la présentation au public du travail.
vous ne nous avez pas interdit de faire des commentaires brefs, mais vous lui avez demandé de ne pas répondre aux commentaires. Le premier, c'est d'abord de remercier sincèrement Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, qui, encore une fois, a montré l'intérêt qu'il accorde à la formation et à la couverture sanitaire universelle. Voilà une question qui reste posée, mais connaissant son pragmatisme, croyez-moi, l'année prochaine, nous aurons quelques centres d'études du sommeil, pas seulement à Kinshasa, mais dans toute la République. J'ai l'habitude de lancer des flèches, Excellence, Monsieur le ministre. S'agissant du travail, je vais vous présenter, vous savez bien dans quelles conditions vous avez dû le rédiger, quelques préoccupations dont vous devriez en tout cas tenir compte avant de me laisser la mouture définitive pour la faculté et les générations à venir. D'abord, je confirme qu'aujourd'hui, on n'a pas attendu nos anciens ou nos vétérans qui reviennent d'Europe pour apprendre certaines choses parce que Internet est un outil. D'ailleurs, cette salle en est une démonstration qui peut vous permettre à vous, d'où vous vous trouvez, d'apporter une information à d'autres. Donc, capitalisons plutôt cette information-là. Et la deuxième, votre modèle conceptuel, j'ai l'impression que vous restez quand même étonnamment têtu. Moi, je ne l'apprécie pas encore en tant que promoteur, parce que je ne vois nulle part dans ce modèle conceptuel la place de la pression positive continue. J'ai cherché, cherché 3 fois, je ne la vois pas. C'est pourtant l'alternative que vous apportez, et Dieu merci, vous avez montré qu'on peut implémenter la prothèse d'avancée mandibulaire dans notre pays. Les hypothèses de travail, je pense qu'il faut les orienter correctement, la prévalence d'abord, mais je vous donnerai la petite compilation de petites préoccupations que j'ai eu égard à la présentation aujourd'hui. La marque du bon polygraphe que tu as utilisé manque. Je ne sais pas si tu la reprends quelque part, il faut que c'est possible que ça m'ait échappé, mais il faut toujours marquer qu'il s'agit d'un polygraphe de telle ou telle marque, parce que nous aurons probablement des polygraphes venant de Chine qui n'auront sûrement pas les mêmes propriétés que ceux que tu as utilisés en France, etc. Et demain, pourquoi pas, la faculté de Polytechnique de l'UNIKIN peut nous fournir des polygraphes d'un autre niveau. Alors, dans la discussion, globalement, la discussion générale, tu ressors, bien sûr, l'orthèse d'avancée mandibulaire. Il manque quelque chose d'important, c'est évaluer l'efficacité afin de la positionner comme une alternative absolue de. Alors, ma dernière préoccupation, cher ami, c'est les recommandations. J'aime bien les perspectives parce qu'elles ouvrent les voies à ce qui peut venir après. J'ai encore là, désespérément, recherché la recommandation que vous adressez au pape François. Où est-elle? Pour vous dire que vous n'avez pas épuisé de faire des recommandations. Faites des recommandations au moins aux gens dont vous êtes sûr qu'ils auront accès à ce travail que vous avez fait. Les recommandations ne sont pas nécessaires, c'est nous dire, et vous l'avez dit, en présentant exactement quelles sont les perspectives pour réellement votre travail. Maintenant que vous venez de mon unique question, de présenter ce travail, quel est votre projet, quel est votre plan pour que, parce que je ne vous verrai pas ici tous les jours, je préfère vous le dire de manière tout à fait franche et devant témoin. Quelles sont les précautions que vous avez prises pour que l'orthèse d'avancée mandibulaire au mois de juin soit implantée chez un patient qui en a besoin à Kinshasa lorsque vous ne serez pas? C'est mon unique question. Non. Docteur, vous vous mettez debout pour répondre au promoteur. Monsieur le... Oui, ça marche. Monsieur le directeur, je ne sais pas à quelle casquette je vais vous répondre,
Monsieur le Président du jury, Monsieur le Professeur, merci de votre question. Il est décidé depuis un certain temps que je puisse regagner le pays tout doucement. Donc, il est prévu que je séjourne au pays normalement tous les 2 mois. Donc, au niveau du service de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale, j'ai pris des contacts avec le service de pneumologie pour essayer de mettre en place une structure qui pourra apporter cette solution d'intervention manipulaire au niveau des cliniques universitaires de Kinshasa. Je crois que Monsieur le recteur et Monsieur le promoteur est tout à fait satisfait de la réponse. Oui, il faut demander à Monsieur le promoteur s'il est Non. satisfait. Oui, mais- C'est lui qui répond. Alors, Oui, tout à fait. merci. Nous passons donc au deuxième examinateur, ce sera le professeur Jean. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai par remercier les autorités de notre université pour nous avoir associés à l'examen de cette thèse. Je remercie aussi les autorités facultaires pour la même cause. C'est un honneur pour moi, un grand honneur, et siéger dans ces jurys pour des raisons tout à fait particulières. La première, c'est que je me retrouve aux côtés de mon recteur, et qui est la personne qui m'a conduit à la recherche scientifique pour avoir publié mon tout premier article sur le traumatisme crânien en 2008, alors qu'il était vice-doyen à la recherche au niveau de notre faculté, et c'est lui qui m'a poussé aussi à la thèse. Et il m'a fait l'honneur d'avoir présidé la cérémonie de présentation de ma thèse. Et en même temps aussi, il m'a fait l'honneur de diriger la cérémonie de la première thèse que j'ai eu à diriger. Tout l'honneur lui revient. Et je suis encore heureux de me retrouver avec tous mes aînés, doyens ici ou ailleurs. En lisant le travail de Dr Timassem, je vis qu'il m'a accusé positivement pour avoir accompagné ce travail dès le départ. En fait, ce qui est arrivé, c'est que l'arrivée du service de chirurgie maxillofaciale au département de chirurgie coïncidait avec mon premier mandat comme chef de département. Et tout jeune chef de département que j'étais, relativement jeune, et aussi novice. Et cette arrivée qui était comme une déportation me paraissait comme une croix. Et une croix, comme cela ne suffisait pas, quelques temps après, on a assisté au décès du professeur Biruzinga, dont j'ai salé la mémoire, et qui était alors l'unique professeur de chirurgie maxillofaciale et stomatologie. Donc, ce service arrive chez nous, et rapidement, il devient orphelin. C'est ainsi que, comme chef de département, je m'étais fait cette obligation morale de faire asseoir ce service, mais aussi de les doter en personne à titre pour diriger ce service de chirurgie maxillofaciale et stomatologie. Et c'est avec un cœur des parents que j'ai accompagné ce travail. Et je voyais encore quand on discutait sur l'étude qui devait porter sur les chauffeurs des bus pour voir s'ils avaient des signes d'apnée ou d'hypopnée et de sommeil. Et je suis heureux qu'on en arrive à la fin. J'ai plein d'espoir et je suis rassuré que ce jour, le département de chirurgie aura produit son premier professeur en chirurgie maxillofaciale et stomatologie. Donc nous remercions ainsi les candidats et tous les membres du jury pour avoir fait aboutir ce processus de thèse. Le travail a vraiment progressé parce qu'il a été présenté plus d'une fois au département. Et nous avons été rigoureux dès le départ pour que l'aboutissement soit heureux. Donc je ne serai pas très long, mais j'ai quelques préoccupations de forme et de fond. Je vais y aller assez rapidement. Je souhaite que vous preniez votre manuscrit pour qu'on parcourt quelques pages où j'ai noté quelques remarques.
Je vais aller page par page, questions, remarques, et vous notez ce que vous pouvez noter, vous répondrez aux questions. Alors, on va tout de suite aller à la page 75. Là, c'est une question. Je vis que parmi les conditions pour que les gens puissent bénéficier de l'ordre d'avancée mandibulaire, il fallait avoir au moins 10 dents rétentives. Alors, ma question c'était, n'avez-vous pas une solution pour ceux qui ont moins de 10 dents? À la page 78, je vis un tableau qui n'a pas de titre et dont la lecture a été assez difficile. Je voudrais qu'à la fin on se voit pour qu'on puisse harmoniser ce tableau-là, parce que je n'ai pas compris la disposition, il n'y a pas de titre non plus. À la page 88, plutôt 101, 88, c'est la même question, 101, je vis une numérotation qui apparaît en chiffre romain 3. Après l'icône, il y a une numérotation 3 en chiffre romain. Je regardais, je n'ai vu ni ce qui précède 3, ni ce qui devait suivre 3. Page 80, plutôt 101, si je ne me trompe pas, page 101. En dessous de la figure 5, il y a une numérotation 3 qui apparaît en chiffre romain. Je n'ai vu ni ce qui précède, ni ce qui suit ces 3-là. Je pense qu'il faudra corriger ça. Et à la même page, la dernière phrase, vous parlez des personnes qui ronflent, qui ont des prévalences presque 2 fois plus. J'ai eu l'impression qu'il faut parler des risques que des prévalences. Parce qu'ils risquent d'avoir un déficit de sommeil. Donc ça, c'est à voir avec votre statisticien. Ils ont les risques d'avoir des problèmes et non la prévalence d'avoir des problèmes. Alors, page 149 et 150, j'ai 2 préoccupations. La première, c'est que vous affirmez que les hommes ont plus de problèmes d'apnée de sommeil avec des ronflements par rapport aux femmes. J'ai connu un voisin qui ronflait même en pleine journée, et je suis parmi les gens qui ne supportent pas entendre le ronflement, même si mon voisin de toutes les nuits m'a déjà dit que je ronflais aussi. C'est le souci. Et je ne savais pas que c'était une maladie de ronfler, mais celui-là ronfle. Pourquoi? Je n'ai pas trouvé la justification. Pourquoi les hommes ronflent plus que les femmes? Et qu'est-ce qu'il faut pour prévenir cela dans la pratique? Et la dernière préoccupation, c'est en rapport avec des choses dont on avait discuté, les chauffeurs de bus. J'aurais souhaité voir dans les perspectives une étude déjà pour voir quel est le taux d'accident chez les chauffeurs qui ronflent. Du moins ceux qui conduisent des bus, où l'étude a été faite. Et aussi, je suis aussi quelqu'un qui fréquente de temps en temps la route nationale numéro 1. On connaît les accidents créés par les camions remorques. Il semble très souvent que c'est parce que soit le chauffeur avait bu, soit qu'il avait somnolé. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une perspective dans ce sens-là, étudier les taux d'accident chez ces personnes-là, voir s'ils ont des problèmes, des syndromes d'apnée de sommeil, pour qu'ils soient exclus de cette activité qui est pourvoyée d'accidents, comme vous le filmez dans les titres de cette étude-là. Et mon dernier commentaire, c'est que nous avons un maître au département des chirurgies, le professeur Mokassa, qui nous a toujours dit qu'il faut savoir aimer ces données. J'ai vu quand vous avez parlé des limites, j'avais lu, mais j'ai senti ça plus dans la présentation, c'est que vous accusez votre travail d'être limité parce que l'étude est monocentrique. Je pense que l'unique étude qui est monocentrique, c'est là où vous avez utilisé l'orthèse. Mais vous avez fait l'enquête sur le chauffeur de bus dans la population. Vous avez interrogé les médecins généralistes dans la population. Donc pourquoi vous voulez détruire les données? Je pense que s'il faut parler de limite dans ce sens-là, limiter à l'étude interventionnelle où vous avez posé les orthèses d'avancée mandibulaire. Donc il ne faut pas détruire les données qui sont pourtant importantes telles qu'on va le dire. Monsieur le Président, j'ai fini. Docteur qui a la parole. Je réponds
directement aux questions posées. Monsieur le professeur, merci de votre question. Donc, à savoir pourquoi les hommes ont fait ou présenté des signes d'apnée du sommeil plus que les femmes. Ceci est expliqué dans la littérature. Les femmes sont protégées par les hormones féminines. Les hormones féminines protègent les femmes contre les signes d'apnée du sommeil. On remarque que quand les femmes vont à la ménopause, la prévalence est la même que chez les hommes. La question de savoir connaître le taux d'accident chez les chauffeurs, je pense que l'étude que nous avons réalisée, c'est une étude préliminaire. Et que dans la suite, nous allons pouvoir élargir notre étude et affiner encore davantage toutes les situations pour pouvoir expliquer exactement les causes de certains accidents par rapport à la somnolence, par rapport à la fatigue. Monsieur le professeur, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, pour les questions répondues, mais il y a une question sur les 10 ans. Oui, oui. C'est une indication, l'indication d'une prothèse d'avancée mandibulaire. Il faut que l'appareil installé dans la bouche soit rétentif. Et pour qu'il soit rétentif, on considère que le nombre de 10 dents est obligatoire pour pouvoir avoir une prothèse qui tienne et que les dents aient une solution rétentive. Il faut que les dents aient une capacité rétentive et qu'il y ait au moins 10 dents. Ça, ce sont les recommandations de ça. Je ne sais pas si les professeurs sont bien satisfaits. Oui, quelle est la solution? Sauf pour ceux qui n'ont pas les 10 dents. Oui, dans le micro, procède ça, merci. Ma préoccupation, c'était quelle est la solution que vous proposez pour ceux qui ont moins de 10 dents? Oui, professeur, merci pour la question. Pour les personnes qui ont moins de 10 ans, c'est pareil que les personnes qui sont édentées. Eh bien, l'orthèse ne s'applique pas chez ces personnes-là. Il faut leur proposer un autre traitement parce qu'à part l'orthèse, il y a d'autres traitements pour l'apnée du sommeil. Merci, monsieur. Ok, je passe la parole au professeur Sekele. Si vous permettez, avec l'autorisation de Monsieur le recteur, on va notre invité, Excellence va nous laisser, va quitter la salle. Vous autorisez que je le accompagne. Son Excellence est toujours parti. Je pense que le professeur Sekele peut prendre la parole pour poser ses questions. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Président. J'adresse d'abord à Timantieni, Dr. Timantieni, Albert, que je connais très bien. Parce que c'est un monsieur qui est courageux et persévérant. Dans la présentation du candidat, on n'a pas cité les études de médecine dentaire. On n'a pas fait les sorties. Il est bi-qualifié. C'est-à-dire, après avoir obtenu son diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement, il s'est intéressé à l'odontostomatologie. Et il est venu chez nous, en odontostomatologie. Et la loi, à ce moment-là, prévoyait la formation en médecine dentaire comme préalable pour faire la chirurgie maxillofaciale. Préalable, j'insiste. Et le docteur Ntimantieni, médecin, s'est lancé dans cet exercice et a obtenu son diplôme avec mention grande distinction en médecine dentaire. Tel qu'il est là, il est bi-qualifié. On l'a pas cité.
Donc il est courageux et persévérant. Il est de la 11e promotion. Donc en médecine dentaire, il est de la 11e promotion après le professeur Ntoumba et de Toula. Il faut le reconnaître, c'est lui. Et moi, je suis de la 8e promotion. Et ce dispositif-là, de faire la formation en médecine dentaire, était supprimé parce qu'on voyait qu'on formait quelqu'un doublement et il fallait donner des séminaires à ceux qui font la maxillofaciale. Je crois que le professeur Nsambi qui me suit pourra insérer des séminaires que les jeunes gens doivent venir suivre, même s'ils sont en détachement, en chirurgie. J'étais très intéressé à la question que le professeur Nsambi a posée sur quelqu'un qui a moins de 10 ans. Et le candidat a répondu, s'il n'a pas de dents, on ne fera pas l'orthèse d'avancée mandibulaire. C'était un sujet de discussion au cours de la pré-défense. Aujourd'hui, avec des avancées technologiques, il y a moyen de mettre l'orthèse d'avancée mandibulaire. Ça dépend de quelle option vous voulez faire. Vous prenez quelle option? Option d'une orthèse d'avancée mandibulaire totalement résineuse ou d'avancée mandibulaire en prenant les schémas de résine, de thermoformés. Et là, on va revenir sur la discussion. Quand vous prenez l'option de la résine et cuite, vous le savez, en tant que chirurgien maxillofacial, et moi, en tant que prothésiste en chirurgie maxillofaciale, je le sais, lui, il doit placer les implants, passer par l'implantologie, où vous avez des dents artificielles. C'est impossible. Maintenant, je vais chuter, je vais parler plus loin. Orthèse thermoformée, avancée mandibulaire, dans la titration. Est-ce que c'est difficile par rapport à l'orthèse fabriquée avec la résine cuite? C'est ma question. Docteur, il y a la parole pour répondre au professeur. Professeur, merci pour vos questions. Sur le nombre des dents, effectivement, quand vous consultez les recommandations de cette société savante en rapport avec l'orthèse d'avancée mandibulaire, l'édentation, l'absence d'un certain nombre de dents est une contre-indication. Docteur, qui ne répond pas, il a déjà dit que c'est faisable aujourd'hui. Il répond à la question. Il a dit que c'est faisable étant donné l'avancée de la technologie. Donc, nous avons eu l'information, maintenant il répond à sa question. Donc, la question qui porte sur oui. C'est sur le type d'orthèse. Oui, sur la titration. Effectivement, toutes les orthèses sont construites de telle manière qu'il y ait la possibilité de titration. Que ce soit en résine ou en thermoformé, vous avez un montage qui permet la titration. Et la base du traitement par orthèse d'avancée mandibulaire, c'est la titration. Et quand tout à l'heure j'ai indiqué les taux d'échec de notre travail, c'est pourquoi? Parce que nous n'avons pas réalisé un appareil d'orthèse d'avancée mandibulaire qui ne permet pas cette titration. N'en est un. Professeur, qu'est-ce que tu as dit? Il a répondu partiellement. La titration est aisée avec la résine cuite. Parce que là, vous allez utiliser les schémas de Bosset pour avancer la mandibule. Et avec le temps, les candidats, disons les patients qui est en train de porter l'orthèse, il y a usure et vous pouvez titrer. Mais pour les thermoformés, l'usure est facile. C'est-à-dire, vous allez rechuter vers le bout à bout ou à l'occlusion normale. C'est-à-dire, vous n'avez pas fait avancer la mandibule. Merci, professeur Sekele. Voilà le but. Voilà, Monsieur le Président, si vous permettez,
Nous aurions voulu garder les promoteurs longtemps ici, mais on a besoin de monsieur le recteur à une autre activité scientifique. Donc, je vous demande d'excuser monsieur le recteur qui est avec nous, qui est obligé de partir pour une autre activité scientifique. Monsieur le recteur, vous êtes excusé. Ok, merci pour ce qu'elle est pour la leçon. On continue à prendre le jour. Je passe la parole au professeur Matanda, co-promoteur de la thèse. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais une fois de plus remercier les autorités qui nous ont fait confiance en ce jour. Mon intervention aura deux volets. Le premier volet parlait de M. Albert. Vous m'excuserez que je m'étende un peu sur comment nous sommes retrouvés, qu'est-ce qui s'est passé. Je me rappelle en 2014-2015, nous nous retrouvons à une séance de Ahmed en ville où il me parlera de son sujet. Et j'étais très ravi. Je me suis dit, c'est un syndrome important dans notre milieu, mais méconnu. Ce n'est pas négligé. Et je lui ai même parlé de syndrome obstructif chez les enfants, parce que lui me parlait toujours de l'adulte. Comme vous avez vu aujourd'hui, les conditions, il faut au moins 18 ans. Moi, je lui ai parlé chez les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a beaucoup plus aussi d'enfants ronfleurs et la population voudrait aussi voir ces éléments. Mais, docteur Mancième, c'est un monsieur très humble. Je voudrais insister sur ça, parce qu'il a appris les hauts et les bas, et il est resté serein. Il est resté serein. Mon souhait serait que vous puissiez continuer sur cette allure, mais aussi influencer la jeunesse actuelle. La jeunesse actuelle qui est caractérisée par la rapidité, qui est caractérisée par l'impatience, mais c'est un modèle de patience extraordinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette thèse serait déjà défendue depuis des années. Et nous pensons que cette persévérance-là va produire des fruits, parce que ce n'est pas la fin aujourd'hui, mais c'est le début d'une grande carrière encore plus possible. Le modèle qu'il propose dans le traitement des apnées, hypopnées du sommeil, c'est un modèle simple par rapport à la PPC, qui est un modèle compliqué où il faut beaucoup d'éléments pour contrôler, pour raffiner et avoir des résultats. Et j'aurais voulu aussi, dans un second temps, que nous puissions comparer les résultats, n'est-ce pas? On puisse faire une étude presque à double avec une part des patients soumis à la ventilation positive et d'autres patients soumis à l'orthèse d'avancée mandibulaire pour notre milieu. Parce qu'il est difficile d'arriver à des conclusions, ça je l'ai dit, il est difficile d'arriver à des conclusions aussi plausibles sans cette comparaison. Mais, comme qu'à cela ne tienne, c'est un travail préliminaire, c'est pourquoi j'insiste, et c'est le début d'une grande carrière pour notre ami. Et je ne peux que féliciter le docteur Timantiev, et je l'encourage sur cette lignée, parce que le professeur Kandikandi, d'heureuse mémoire, serait très fier de vous. Monsieur le Président, je finis. Merci. Je crois que c'est à moi qui revient de prendre la parole. Je ne peux pas m'étendre sur les éloges qui sont adressés au docteur Thierry, que moi j'ai connu, c'était mon aîné. Voilà que des décennies après, je le revois. Comme récipiendaire. Alors, moi, je vais directement passer aux questions. Le docteur Timantiev, il n'a pas eu beaucoup de questions ce matin, comme vous l'avez remarqué. Moi, je vais essayer d'en poser 4.
Et je voudrais qu'il me réponde à ces questions parce que c'est suffisamment réposé. Hein. Donc, je passe directement aux questions. Docteur, je voudrais que vous me dites, première question, quelle est la cause la plus fréquente des insomnies? Deuxième question, combien de types d'insomnie connais-tu et le traitement par rapport à ces différentes insomnies? C'est la cause la plus fréquente. Troisièmement, à quel cycle appartient le sommeil? Parce que l'homme est modulé par des cycles. À quel cycle appartient le sommeil? Et tu nous cites, à part le cycle circadien, le cycle auquel appartient le sommeil, quel est l'autre cycle que tu connais chez l'être humain, qui régule la vie de l'être humain? Et pourquoi c'est cyclique? Mais cette dernière question, je te dis, pourquoi c'est cyclique? Tu peux ou ne pas y répondre. Moi-même, je pourrais y répondre. Merci. Merci professeur pour les questions. Honnêtement, sur les causes des insomnies, dans le cadre de ce travail, je ne suis pas beaucoup appesanti sur les causes des insomnies. On sait